plaisir pour moi de vous présenter cette communication sur la mésothérapie. Alors, quand j'ai décidé donc, de présenter moi-même ce sujet, alors j'ai décidé de faire une revue biographique sur PubMed en faisant rentrer donc, des mots-clés mésothérapie anti-âge. Alors, malgré le fait que cette mésothérapie existe depuis les années 50, il n'y a pas une pléthore d'articles. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je n'ai trouvé que 94 articles et quand j'ai spécifié revue systématique, il n'y avait eu que 13 articles. Bien sûr, j'ai choisi donc, des articles sans conflit d'intérêt. Alors, le plan qu'on va suivre dans cette présentation, après l'introduction déjà faite, on va aborder une définition, l'historique, des indications, des contre-indications, les produits utilisés, matériel et techniques d'injection, le plan de traitement, les études cliniques, les effets secondaires, et on va terminer par une conclusion. Alors la définition, j'ai été un petit peu surprise donc, de la définition. D'abord, mésothérapie anti-âge, ça veut dire la même chose que mésolift, mésobleu ou bioréjuvénation. Et il s'agit d'une injection dans le derme. Alors pour moi, avant, c'était des injections vraiment très superficielles au niveau de l'épiderme. Mais dans la définition, il s'agit d'une injection dans le derme de petites quantités d'acide hyaluronique, de cocktails d'actifs et d'agents hydratants. Et donc ce sont tous des produits biocompatibles et ils doivent être biodégradables. Alors si on voit un petit peu l'historique, cette technique a été déjà utilisée en 1952 par un médecin français qui s'appelait Pistor et qui voulait traiter une crise d'asthme par une injection en fait intraveineuse donc de procaïne. La crise d'asthme n'avait pas disparu, mais le malade qui était un peu âgé avait des troubles de l'audition et son audition s'est améliorée suite à cette injection. Et du coup, il a eu l'idée de faire des injections intradermiques près donc, de la région mascoïdienne pour traiter donc, la diminution de l'audition de ce patient avec une bonne amélioration. Et donc c'est comme ça que lui est venue l'idée de traiter les malades par mésothérapie. Et en 1964, il a déjà créé l'association française de mésothérapie. Et en 1976, il a résumé ces techniques en disant c'est peu, donc il faut peu de produits, rarement et au bon endroit. Et en 1987, et là on va soumettre ça à la discussion, il a créé ce qu'on appelle l'Académie française de médecine, a créé une spécialité mésothérapie. Bon, je ne sais pas est-ce que ça existe, une spécialité de mésothérapeute. À partir déjà de 1987, ça existe en France. Alors, quelles sont les indications de cette mésothérapie? Bien sûr, c'est le vieillissement chronologique modéré, le photovieillissement modéré, l'hypotabagique, donc ça veut dire terme, mais il y a d'autres indications telles que l'acné, la cellulite, l'obésité, l'alopécie, donc les vergetures. Mais dans cette présentation, on ne va parler que du vieillissement. Alors, les contre-indications, je rejoins tout à fait l'exposé de tout à l'heure de Madame la professeure Benchiri. Il y a donc des contre-indications médicales qui doivent être relevées à l'interrogatoire. On ne peut pas faire de mésothérapie à quelqu'un qui est suivi pour une maladie auto-immune, les infections granulomateuses, en particulier la sarcoïdose, les allergies cutanées sévères et évolutives, les inflammations ou infections cutanées, exemple l'herpès. Et là, il faut poser donc, la question, est-ce que vous faites des herpès à répétition? Dans quel cas, avant de faire la mésothérapie, il faut un traitement prophylactique par un antiviral par voie générale. Les traitements immunosuppresseurs, l'hépatite C également, il y a un risque de granulocie. Le malade est porteur d'une hépatite C et ce traitement par interféron, grossesse et allaitement, il faut éviter, et antécédents d'affection grave à streptocoque, comme le rhumatisme articulaire aigu ou bien des angines à répétition. Et donc là, vous devinez l'intérêt d'un interrogatoire bien précis et l'intérêt de cette consultation en cosmétologie. Alors, les contre-indications esthétiques, ce sont des injections antérieures de produits de comblement non dégradables sur les sites à injecter et des antécédents de kéloïdes spontanés ou post-chirurgicales. Bon, on imagine mal quelqu'un qui vient pour un geste de mésothérapie et qui va sortir avec des kéloïdes 2 mois, 3 mois, 1 an après. Donc, il faut être très, très vigilant. Alors, les contre-indications psychologiques, ce sont les terrains névrotiques, les dysmorphophobiques et les demandes et attentes irréalistes. Ça a été déjà relaté par Mme Benchiri tout à l'heure.
Alors, quels sont les produits communément utilisés? Alors, le cheval de bataille est l'acide hyaluronique qui est non ou faiblement réticulé. Pourquoi? Donc, il va être non ou faiblement réticulé parce qu'on a besoin de son effet hydratant et non pas de son effet comblant. Il ne va pas combler un vide, il ne va pas combler une ride, mais il va apporter donc de l'eau au niveau de la peau. C'est pourquoi donc, on utilise des acides hyaluroniques non ou faiblement réticulés. Et dans cet acide hyaluronique, il aura également l'avantage de stimuler le fibroblast pour donc, la synthèse de collagène de type 1. Alors, associé à cet acide hyaluronique, il y aura un cocktail d'actifs qui vont servir à une bio-revitalisation cellulaire intense, en particulier la vitamine A, qui régule le turnover de l'épiderme, qui sert également dans les processus de cicatrisation et va corriger l'atrophie dermique, des vitamines B, C et E qui sont de puissants antioxydants, des acides aminés qui vont servir également à la synthèse des protéines au niveau du derme, et bien sûr des sels minéraux et des grands enzymes. Ajouté à tout cela, donc, on peut ajouter des ingrédients à type d'agent hydratant, à type de glycérol, mannitol ou bien sorbitol. Alors, quelles sont les techniques pour la mésothérapie? Donc, on peut utiliser la mésothérapie par la main, avec la main, donc le pistolet, donc les stylo-injecteurs, automates mécaniques ou bien des micro-canules. L'après-midi, on aura des ateliers et on aura l'occasion donc de manipuler toutes ces techniques. Alors, quel est le siège donc, de la mésothérapie? Comme vous le voyez donc, sur cette diapositive, on peut être vraiment très, très superficiel. C'est la mésothérapie épidermique, donc, ou bien, c'est le nappage en fin de compte, ou bien intradermique mais superficielle, avec la flèche rouge que vous voyez donc, à votre droite. Mais dans tous les cas, la mésothérapie, donc le maximum de pénétration est de 4 mm. On ne va pas dépasser dans le derme. Ça s'appelle également l'endermo-injection. C'est l'endermothérapie. Alors, mésothérapie épidermique, donc elle est superficielle comme vous le voyez, donc l'aiguille est tangentielle à la peau, le biseau est vers le haut. Et donc, la pression qui est, donc, on va profiter de la flexibilité donc, de l'aiguille pour exercer une petite pression qui ne dépasse pas 40 grammes sur la peau en injectant donc, de façon régulière en nappage sur la peau. Alors, donc voilà, cette pression de 40 grammes, comme j'ai dit, le biseau vers le haut, ce sont des injections intra-épidermiques. Donc, des photos qui marquent, qui vous montrent donc, la cadence d'injection. Quand on fait à la main, quand on a l'habitude, c'est assez rapide. Alors, l'intradermique superficiel ou l'intradermique profond, on est au niveau du derme papillaire. Et là, donc, on peut créer des papules, comme vous le voyez sur les diapositives. Et donc là, l'ongle avec lequel on va injecter est celui de 45 degrés et le biseau va être orienté vers le bas. Alors, on peut injecter également point par point et on pique perpendiculairement à la peau et on injecte et puis on retire l'aiguille. Et donc là, je pense que ce sont des techniques qu'on utilise souvent dans le cuir chevelu pour la chute de cheveux. Injection intradermique profonde et perpendiculaire à la peau. Bien sûr, la mésothérapie est utilisée en dehors de l'esthétique en rhumatologie pour les douleurs localisées. Et donc là, ils injectent de façon perpendiculaire avec un angle de 90 degrés. Donc là encore, c'est pour résumer donc, les différentes techniques, l'intra-épidermique de terrain, le nappage intra-épidermique superficiel ou bien le point par point avec des injections intradermiques profondes. Alors, quel est le plan de traitement? Bien sûr, le plan de traitement va dépendre donc, du patient, de la patiente qui va venir consulter. Alors, s'il s'agit d'un vieillissement qui est modéré, donc on va utiliser une mésothérapie superficielle avec un acide hyaluronique non réticulé. Donc, 3 séances tous les 15 jours, c'est-à-dire espacées de 15 jours, avec une séance à 2 mois et une séance d'entretien tous les 6 mois. Donc, il y a un plan de traitement et donc, justement, on l'a dit, on l'a répété depuis tout à l'heure, c'est un engagement avec la patiente. On ne peut pas lui dire qu'à la suite d'une séance de mésothérapie, elle aura donc, le résultat escompté. Donc, c'est un planning. Sinon, donc, il n'y a pas de résultat qui est désiré.
Alors la mésothérapie profonde donc, va utiliser un acide hyaluronique faiblement réticulé, et là donc, ça va être 3 séances à 1 mois d'intervalle, avec une séance d'entretien à 3 mois, et par la suite tous les 6 mois. Alors, quelles sont les recommandations avant de débuter une séance de mésothérapie? C'est d'éviter la prise d'aspirine et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'éviter d'injecter les paupières, sauf en matière de PRP, donc là, c'est autorisé, éviter les mésothérapies après laser ou peeling profond, et dans tous les cas, il faut donner aux patients un carnet esthétique qui va être remis aux patients pour suivre la traçabilité des produits qu'on a utilisés avec le site d'injection, les volumes injectés. Et donc ce carnet esthétique doit être gardé également par le médecin pendant 15 ans pour éviter tout problème juridique par la suite. Alors, quels sont les conseils post-injection? Il faut éviter le maquillage dans les 12 heures qui suivent la mésothérapie, éviter le soleil et le froid, éviter sauna et même 2 semaines après les injections. Alors, le plan global du traitement anti-âge par mésothérapie s'inscrit dans un traitement donc global qui va être combiné également au comblement des rides par l'acide hyaluronique, la toxine botulique, les lasers, sans oublier bien sûr la protection solaire. Alors, donc, les études cliniques sont parfois donc, décevantes, avec des résultats décevants, comme on va le voir tout à l'heure. Dans la littérature, il y a peu d'études avec des groupes contrôle, avec des placebos. Et les résultats sont variables selon la technique d'évaluation. Est-ce qu'on a utilisé un glutomètre, un dermascan, une échographie, ou bien une histologie et une immunohistologie? Alors, il y a l'étude de ce médecin dermatologue universitaire, El Domiati, en Égypte, qui a utilisé la technique de mésothérapie, bien sûr, chez des patients, mais le nombre déjà est réduit. Il y avait 6 volontaires, et donc il a évalué l'histologie avant et après 3 injections de mésothérapie, et donc la biopsie a été faite 3 mois après l'arrêt de la mésothérapie. Et il n'a trouvé aucune différence significative entre l'histologie et l'immunohistochimie, donc au départ, avant les injections, et 3 mois après la fin des injections. Et donc il a conclu que la mésothérapie ne servait à rien, et donc il a donné les troubles histologiques. Mais en voyant déjà les patients, la patiente en particulier, celle-là qui le présente dans son article, on remarque qu'il y a un petit plus. Donc les petites ridules au niveau de la paupière inférieure ont déjà disparu dans la 3e photo. Alors heureusement en 2015, donc, il y a une équipe italienne qui a étudié également, mais là donc, sur un nombre assez important de patients, une soixantaine de femmes, qui ont bénéficié donc, de séances de mésothérapie. Et là, donc, l'attitude de surveillance, c'était l'écogénicité de la couche sous l'épiderme. C'est ce qui est marqué ici par les 2 traits blancs, les 2 traits jaunes. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Regardez là, dans ces bandes avant, et donc là après, il a mesuré la densité de la bande sous l'épiderme, et après, jusqu'à 11 mois après les séances de mésothérapie, il y avait une densité qui était égale donc après les séances de mésothérapie. Et là, donc, la conclusion pour lui, donc la mésothérapie servait à quelque chose, et stimulait les fibroblastes et pouvait stimuler la synthèse de collagène de type 1. Et donc là, donc, les résultats sur les yeux, le contour des yeux, le contour de la bouche et sur le décolleté. Alors, après avoir passé en revue toutes les techniques et les indications, quels sont les effets secondaires de la mésothérapie? On a des effets secondaires qui peuvent être liés aux piqûres, c'est le saignement intra-épidermique ou en attache, les hématomes punctiformes. C'est la raison pour laquelle il faut éviter les salicylés, les anti-agrégants et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une douleur variable, ça dépend des sujets, et la sensation de chaleur qui va être améliorée par le massage. Alors, les effets secondaires liés aux produits injectés, on peut avoir donc un érythème transitoire ou bien des papules superficielles transitoires qui vont s'effacer au bout de 24 heures. Alors, les effets secondaires liés à la technique d'injection,
Donc bien sûr, si on ne prend pas la précaution de bien désinfecter la peau, on peut avoir, donc il y a un risque d'infection, réactivation d'un herpès récurrent possible, et donc là il faut demander à l'interrogatoire s'il n'y a pas un antécédent d'herpès, et donc des papules persistantes quand on injecte un acide hyaluronique réticulé. En conclusion, je dirais que la mésothérapie comme acte esthétique doit s'inscrire dans un acte médical, avec respect des indications et des contre-indications, et doit rentrer également dans le plan global de prise en charge du vieillissement cutané combiné aux autres techniques. Et donc, qui dit cela dit nécessité d'une formation adéquate pour la sécurité du patient, mais également du praticien. Et quand je vous montre juste comme une mésothérapie là, mais faite au service par le PRP, donc la malade avant et après, donc elle a gagné, donc elle avait un teint qui était terne, et vous voyez l'éclaircissement du teint, et également, si vous voyez les sillons nasogéniens, donc c'est-à-dire après le nappage, j'ai injecté dans les sillons et il y a eu un petit comblement, une petite régénération, même au niveau du sillon. Et merci pour votre attention.